Ça va, ça va, ça Ça va. va. Le, le moral est remonté depuis qu'on a pris la mer. Ouais. Mais on est toujours un peu inquiet sur la qualité du comité de réception qui nous attend. On ne sait pas trop quel sera le scénario, quoi, parce que c'est quand même inédit, 30 ou 40 bateaux qui se pointent. Je ne sais pas comment on peut arraisonner, bloquer 30 bateaux ou 40 bateaux qui arrivent en l'espace d'une dizaine d'heures, ou peut-être moins, puisqu'en fait, comme on navigue vraiment les uns à vue, on a tous les... Est-ce que vous voyez, je vous montre un Ouais, peu, vous voyez les voiles? ouais, ouais, je vois, ouais. Donc on a vraiment, on a toutes ces voiles à l'horizon, donc avec, avec une organisation avec des bateaux des plus grosses unités qui sont devant et sur les côtés. On est en quelque sorte guidé avec une distance minimale entre nous. Donc vraiment, on navigue à vue. Donc c'est vraiment quand je dis en une dizaine d'heures, non, la flottille arrivera en vue. De la zone critique en l'espace ça sera sur la même heure entre le premier bateau et le dernier bateau, il y aura peut-être 2 heures de décalage. Donc je ne sais pas quelle va être la réaction, la stratégie pour nous intercepter. Je ne sais vraiment pas. Donc ça, c'est vraiment une grosse incertitude qui évidemment alimente un certain stress et surtout ce qui va suivre après les menaces assez énergiques des ministres et du Premier ministre israélien de nous considérer successivement comme des terroristes et de nous réserver les pires geôles d'Israël, ce qui évidemment nous, on range ça dans les tentatives d'intimidation, tout comme les attaques de drones qui probablement émanent d'Israël avec des bombes incendiaires, mais comme aussi méthode d'intimidation, puisqu'il n'y a pas eu de blessés et des dégâts matériels très 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 limités. Donc on ne sait pas quelle sera la stratégie. Donc ça c'est un stress permanent en effet, D'accord. et je Et ne sais justement, pas. Voilà. est-ce que vous pouvez expliquer un peu où vous en êtes aujourd'hui, parce qu'il y a eu quand même pas mal de rebondissements. Euh, Expliquer un peu d'où vous êtes parti et revenir un peu sur le blocage justement qu'il y a eu à Tunis, la difficulté pour la flottille de continuer son chemin. Alors oui, il y a eu successivement, donc depuis le départ de Barcelone, il y a eu d'abord des ennuis mécaniques sur certains des bateaux, hein, parce que c'est des bateaux qui ont tous été achetés d'occasion, qui ont été achetés rapidement, donc avec des expertises qui n'ont pas toujours été suffisamment bien menées. Donc il y a eu des surprises moteurs, des surprises dans tous les sens. Et puis c'est une entreprise qui est vraiment pas du tout évidente parce que l'organisation a fait que tous les équipages ont été mixés, c'est-à-dire que les Français ont été mixés avec plein d'autres nationalités. Il y a un ou quelquefois deux Français par bateau sur les 40 bateaux. Donc les gens ne se connaissent pas, ne se connaissaient pas avant de monter à bord. Donc il y a eu aussi certains équipages qui ont un peu vrillé, où il y a eu des tensions très vite dès les premiers jours de navigation qui ont été assez secoués entre Barcelone et les Baléares. Donc voilà, plein d'ennuis qui ont abouti à des retards, à des pannes, à des démissions, mais le gros de la troupe est toujours là avec une halte d'abord aux Baléares pour réparation, pour approvisionnement, puis ensuite une en Tunisie. Là, donc, tout le monde a appris à 24 heures d'intervalle, les deux tentatives d'intimidation, on va dire. Et puis, on a l'organisation là un peu, il y a eu un loupé parce que à Sidi Bou Saïd et Gamart, ces deux ports,
il n'y avait quasiment aucune possibilité de se mettre à quai, ce qui pour les réparations est quand même très délicat, même pour l'approvisionnement, mais surtout pour les réparations. Si vous ne pouvez aller à bord des bateaux qu'avec des zodiacs, des gonflables, c'est difficile d'envisager des réparations sérieuses dans ces conditions. Donc on a quitté Sidi Bou Saïd pour revenir vers l'ouest à Bizerte, où là on a eu les conditions adéquates pour l'approvisionnement, pour les réparations. Et à ce moment-là, en effet, bon, moi, j'ai pas de certitude, je ne sais pas si quelqu'un en a. C'est vrai que la population en a été enchantée par l'accueil par les Tunisiens. Il y a des drapeaux palestiniens partout, partout, partout. La population, les voitures, des drapeaux dépassent de toutes les voitures. Ça klaxonne, ça nous ovationne, ça fait du chaud au cœur. Mais maintenant, en ce qui concerne la politique réelle, si le gouvernement tunisien soutient, je trouvais que les formalités de départ étaient très pointilleuses et que ça confinait pour moi un peu presque à un souhait de ralentir au maximum le mouvement. Puis après, problème d'approvisionnement en gasoil. Bon, j'ai aucune certitude, hein, je n'ai pas de jugement à l'emporte-pièce, mais en tout cas, il y a eu des ralentissements qui ont causé encore plusieurs jours de retard à Bizerte. Voilà. Il y a des jeux politiques qui m'échappent dessous et qui échappent sans doute à l'organisation du mouvement, mais heureusement, on a pu quitter, avoir nos tampons. Les gros, en tout cas surtout, qui ont un besoin crucial de gasoil, ont pu faire les pleins. Et donc tout le monde est au rendez-vous, tous les bateaux sont là, que ce soit les gros à moteur ou les petits voiliers dont on fait partie nous. Et tout le monde est au rendez-vous, enfin, parce qu'on commençait vraiment. Il y a eu des gens en plus qui sont venus directement à Tunis de France ou d'Espagne ou d'Italie pour embarquer sur des bateaux qui avaient été achetés par la délégation tunisienne. Hélas, beaucoup de ces bateaux n'étaient pas en état réel de naviguer. Donc il y a eu beaucoup de frustrés, beaucoup de déçus qui ont dû rentrer chez eux sans monter à bord. Plein de déceptions, mais ça fait partie du mouvement. On a engagé tous ces gens-là à nous continuer à nous soutenir et à organiser à terre toute l'intendance, toute la propagation des nouvelles, tout le travail de contact avec les consulats, ambassades, ministère des Affaires étrangères. On a vraiment une équipe, en tout cas, à terre qui se bouge énormément pour garder un niveau d'information et également avoir toute une équipe d'avocats. On a signé des procurations pour avoir des avocats d'une association qui viendront, si on est arrêté et interrogé, qui viendront nous soutenir sur place en Israël. Mais on a aussi un cabinet d'avocats en France et toutes les délégations ont le leur. Il y a toute une organisation très, très dynamique qui se bouge à terre, pas seulement pour organiser des événements de soutien médiatique, mais aussi pour organiser notre défense sous forme de pétition, mais aussi sous forme de travaux précis, pratiques, auprès des avocats, auprès du consulat, auprès des affaires étrangères. Il y a tout un travail des gens à terre qui est moins visible, mais qui est aussi important que le nôtre, en tout cas pour notre protection et pour l'avenir de notre mouvement. Ouais. Et vous parliez du fait que les équipages avaient été mélangés. Vous, sur le bateau où vous êtes là, racontez-nous un petit peu, c'est quoi? C'est un petit voilier? Alors, ah oui, c'est un petit voilier, vous le voyez là? Ouais, ouais. Voilà, c'est un voilier qui fait 12 mètres, Dufour 41, ça doit faire 12 mètres et quelques, 12 mètres 50. Donc ça a 3 cabines, un carré central et 3 cabines. On y est à 7, on pourrait y être à 8, mais là vraiment on serait entassé. Les conditions, donc à 7, on a eu la chance, c'est un peu au tirage au sort, hein, parce que comme les gens ont été, enfin pas que au sort, c'est aussi en fonction des compétences des gens. Il y a dans chaque bateau, bien sûr, un skipper, un second, si possible une troisième personne qui aussi cumule les tâches et sait naviguer. Il y a un médecin, en l'occurrence moi. Il y a un journaliste. Il y a une personne, si possible connue,
Alors, on n'a pas réussi à en avoir une par bateau. En fait, les gens qui sont les personnalités les plus en vue, que sont Rima Hassan, que sont Greta Thunberg, Adèle Haenel, sont à bord en fait des grosses unités. On les a soignés, mais on a à bord de chacun de nos bateaux, par exemple ici, on a donc mixé toutes nationalités confondues, espagnols, suédois, belges. Donc il y a vraiment toutes les nationalités. La personnalité ici qui est plus connue et qui a un réseau très étendu, c'est Alexis de Soif, qui est vice-président de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, et qui, vice-président de la délégation FIDH, oui, je me répète, je suis un peu fatigué, et qui nous, en fait, permet d'étendre énormément par son réseau très important, par ses actions, par le fait qu'il soit connu comme avocat droits de l'homme, qui est vraiment de tous les combats. Alexis est vraiment la personne qui est celui qui a le plus de contacts et qui permet de répercuter notre action le plus loin possible et le plus en profondeur. Donc voilà, notre équipage il est composé, on n'a pas de cuistot, donc chacun se relaie normalement à la cuisine. Bon, ça dépend un peu des conditions de navigation. Quand elles sont un peu secouées, j'ai la chance de ne pas être d'avoir le mal de mer, et du coup je suis un peu plus souvent à la cuisine, comme j'ai pas eu encore heureusement à intervenir sur le plan chirurgical. J'espère que je n'aurai pas à intervenir. On a des trousses donc de secours qui sont plutôt assez bien fournies à bord. Je me suis moi-même blessé en faisant la cuisine, en ouvrant une boîte de conserve énorme. Je me suis blessé moi-même, donc c'est un peu délicat quand le seul médecin à bord se blesse. Heureusement, j'ai eu peur que ça signe l'arrêt de mon aventure avec ce mouvement, parce que c'était quand même une plaie assez profonde sur un doigt. Donc j'ai pu à Tunis aller voir un spécialiste, un chirurgien de la main, qui m'a quand même conseillé d'explorer chirurgicalement. Mais j'ai décidé de continuer, et en fait ça cicatrise, et donc heureusement c'est moins grave enfin moins important que ce que j'imaginais, parce que dans un milieu humide en eau de mer, une simple plaie, si elle est un peu profonde, ça risque tout de suite les difficultés de cicatrisation sont importantes. Donc j'avais peur que ça menace la suite. J'y ai songé, mais j'ai décidé de continuer. Donc, et j'ai eu raison, puisque finalement ça cicatrise et je ne suis pas handicapé. Donc voilà, donc 7 personnes à bord. On a la chance de s'entendre très très bien entre le skipper, qui est italo-français, enfin il est italien, mais il manie vraiment plein de langues, l'espagnol, l'italien, le français, l'anglais. Le second qui s'y connaît bien lui en électricité, le second qui est de New York, et puis donc l'avocat belge, moi, et il y a une Suédoise qui aussi fait partie de l'équipage, lui, pour faire tourner le bateau. On s'entend très bien. Il y a aussi un Espagnol, Raphaël, qui lui s'occupe de la presse, mais qui est avocat également. Donc on a tout un panel, on s'entend bien, l'ambiance est absolument très sympathique, ce qui n'est pas le cas sur tous les bateaux, parce que des gens qui embarquent et qui ne se connaissent pas avant d'embarquer, d'horizons complètement différents, eh bien ça peut être parfait, ça peut être aussi beaucoup moins parfait, avec des tensions qui peuvent naître. Ça peut naître entre amis qui prennent un bateau pour une balade assez longue, hein, 8 à 10 jours, cette étape la plus importante. Donc ça n'est pas une petite croisière, hein, c'est pas du cabotage. Là, il n'y a plus d'escale. C'est 8-10 jours sans escale. En plus, avec le stress inévitable de la fin de cette balade, on ne sait pas comment on sera traité, on ne sait pas quel sera notre sort. Tout ça fait un cocktail qui peut être source de tension. Et certains bateaux, c'est des bateaux très très différents. Il y a des voiliers, c'est la majeure partie des bateaux, mais il y a aussi un chalutier, un gros chalutier, qui bouge énormément à la mer, hein. C'est des bateaux à fond plat. Il y a des anciens voiliers, 2 mâts magnifiques. Il y a des bateaux à moteur qui emmènent 50 personnes.
le Family et l'Alma, qui sont des bateaux très importants avec des équipages à 50 personnes. Donc il y a toutes les configurations entre notre petit bateau à 7 personnes à bord, le chalutier. C'est vrai que sur un bateau comme ce chalutier là, l'Estrella, les conditions sont, tout est humide, ça doit sentir le poisson à l'intérieur, les gens sont malades, ça bouge beaucoup, c'est un équipage plus important et l'ambiance y est nettement moins épanouie et moins accordée qu'à bord de notre bateau. Donc il y a des gens pour qui il y a des gens qui ont débarqué, il y a des gens qui sont partis parce qu'ils ne supportaient pas. Dans les premiers jours, il y a eu en plus une mer formée, des gens qui ont été très malades, certains sont partis à cause du mal de mer, d'autres à cause de conflits à bord. Ça n'est pas une partie de plaisir pour tout le monde. Nous, vraiment, on a tiré la bonne carte, car on a un équipage qui s'entend vraiment bien à bord, et ça va aider pour la suite. Génial. Et la suite, donc, là, si je me trompe pas, vous avez des bateaux qui vont vous rejoindre sur la route en plus, depuis l'Italie, la Grèce. Donc, à combien à peu près devrait se porter on va dire le cortège final? Alors, sur les bateaux de Barcelone, le nombre s'est hélas réduit de 23 au départ de Barcelone. Je pense qu'on est à 18 maintenant. Et on a réussi à rester à 18. Et c'est un nombre équivalent, 18 qui viendront d'Italie. Donc on arrive à 36, 4 ou 5 de Grèce, je ne sais pas exactement le nombre. Et voilà, donc on arrive à 40, on arrive à une quarantaine de bateaux. Ce qui fait, donc on espérait plus, on espérait toujours un gigantesque, mais on a été obligé de régler plein de problèmes mécaniques et d'autres problèmes. Et donc on a ramené notre ambition, mais 40 bateaux, dont certaines grosses unités, c'est quand même très impressionnant. Rien que les 18 là, tout autour de nous, c'est déjà quelque chose qui, moi, m'impressionne. Mais quand on sera à 40, ça sera vraiment une armada. Ça sera vraiment. Et je vous assure, j'ai envoyé. Est-ce que je vous ai envoyé la vidéo de ce matin avec le lever de soleil? Oui, peut-être. Oui. C'est vraiment, vous vous levez, vous avez, heureusement pour l'instant, la mer est calme, beau temps, et vous avez tous ces bateaux qui se balancent. C'est majestueux, c'est très porteur. C'est très enthousiasmant. Je n'ai jamais participé à un mouvement de ce type. D'ailleurs, il est unique. 40 bateaux qui vont manifester entièrement pacifiquement devant une machine de guerre qui va dresser ses canons devant nous. C'est vraiment un contraste qui fait aussi notre force. C'est en fait notre... Mais en tout cas, assister à ce spectacle le matin, c'est absolument sublime. C'est une démonstration de ce mouvement entièrement pacifique qui vient avec un message et on est à quelques centaines de mètres les uns des autres. Les gens sont passés par le mal de mer, les conflits à bord, les difficultés d'organisation. On est resté des jours et des jours pendant 2 semaines. Tous les jours, c'était reporté, surtout à Bizerte et à Tunis. Et les gens continuent, alors que la moitié, sinon plus, les 2 tiers de tous nos équipages sont des gens qui ne sont pas des gens de mer. C'est des gens qui découvrent, pour beaucoup d'entre nous, qui découvrons la mer. Enfin, moi, je la connais. Je ne suis pas un professionnel, mais beaucoup ne la connaissent pas. Et de voir ces gens qui, malgré les contraintes, c'est pas de la croisière d'agrément, malgré, on doit se plier aux règles de la mer, aux mauvais temps, aux vagues, aux risques qui nous attendent. Et ces gens-là, nous tous, on continue. C'est absolument enthousiasmant. Ça me fait penser à l'engouement qui avait saisi une grande partie des nations pendant la guerre civile espagnole avec ses brigades internationales. Bon, ces gens-là allaient se battre pour un idéal. Nous, on ne va pas se battre, bien que si, on va se battre pacifiquement
pour notre idéal de paix. Et puis en plus, on reçoit tous, on a tous, bien sûr, on est tous branchés sur nos téléphones, et on reçoit tous des encouragements de toutes les associations, de tous les amis. C'est très porteur, c'est extraordinaire comme mouvement. Et ça permet de tenir toutes ces contraintes physiques, ça permet de les dépasser, de les transcender. C'est absolument génial comme expérience et de militant et humaine. C'est unique pour moi, qui suis plus tout jeune. Je n'ai jamais vécu une expérience de ce type-là. J'ai vécu beaucoup de missions, d'enthousiasme, mais on n'a pas eu de chance quand on a tenté notre marche en juin dernier en Égypte. Mais déjà, ça a fait un peu bouger les lignes. Mais là, on a eu plus de chance et on continue à poursuivre notre filon de chance, car j'ai l'impression donc très forte qu'on ira, qui sait, peut-être même jusqu'à la plage à Gaza, qui sait. J'ai lu ce matin des rapports d'experts sur les stratégies possibles israéliennes, dont une, la moins probable quand même, serait que pour éviter un clash et pour éviter une descente aux enfers sur le plan vraiment médiatique et sur leur code d'amour qui est au plus bas, Israël essaierait de trouver un modus quitte à nous laisser carrément entrer. Bon, des trois solutions proposées par les experts, c'est quand même la moins probable. Mais une autre serait de nous prendre en main nos bateaux et de nous détourner et de nous repousser. Je vois pas, ouais, ça paraît un peu délicat aussi pour eux. Et évidemment, la pire, en termes de confort, en termes de serait l'interception, l'arraisonnement, l'arrestation et l'emprisonnement, qui est évidemment la solution la plus douloureuse pour nous tous, parce que personne ici n'a l'expérience de la prison. Ça ne sera pas des prisons modèles. Je crois que malgré mon insistance, ils n'installeront pas la climatisation dans les cellules. Et, et je crois que ça sera le pire que j'ai connu. Après l'expérience militante et l'enthousiasme superbe, si cette solution était retenue, cette stratégie par les Israéliens, ça risque d'être un séjour et une expérience très particulière de côtoyer dans la pire, ils nous ont promis, la pire des prisons en Israël. Donc on risque de côtoyer, de voir et de vivre, pourquoi pas, de vivre ce que vivent pendant des mois, des années, quelquefois des décennies, tous ces prisonniers que les pays n'osent même pas appeler des otages, mais qui sont réellement des otages d'Israël dans les prisons, puisqu'ils sont retenus quelquefois rétention administrative sur des années ou des dizaines d'années sans aucune chef d'inculpation, chef d'accusation, ni aucune durée prévue, ni quelquefois aucun jugement, puisque leur rétention administrative, je crois qu'ils n'ont aucun jugement. Donc on va peut-être, j'espère pas, connaître leur sort, qui pour moi c'est vraiment un horizon pas sympathique, mais on est là, on ira jusqu'au bout, et quitte à aller jusqu'en taule. De toute façon, on n'a plus le choix maintenant. Enfin, dans quelques jours, on n'aura plus le choix, quoi. Et justement, en parlant de cette solution qui serait la pire pour vous et pour ce mouvement, est-ce que vous êtes en lien avec les autorités françaises, justement, est-ce qu'elles suivent l'avancée, en tout cas des ressortissants français, comme vous? Alors, notre équipe à terre, hein, qui est équipe communication, notre équipe aussi qui s'occupe de tout ce qui est légal et de notre défense, sont en contact par courrier, par mail, avec les affaires étrangères, avec le consulat général et l'ambassade de Jérusalem. Donc les autorités françaises sont en permanence informées, en contact, informées. Cela dit, la demande de protection, que ce soit des Nations Unies ou du gouvernement français, ou pour les autres délégations, de protection de notre flottille par nos gouvernements est restée lettre morte, hein. Mais on est en contact, l'équipe à terre est en contact en permanence avec eux.
Et puis aussi, comme je vous disais, avec des cabinets d'avocats et une association d'avocats Adala en Palestine et en Israël. Donc on a tout un réseau censé nous protéger et assurer donc notre représentation et notre protection une fois qu'on sera entre les mains des Israéliens. Voilà. Maintenant, il n'y a pas de déclaration officielle de notre président ou de notre ministre des Affaires étrangères en faveur d'une protection active ou énergique. Pour l'instant, il n'y a pas de déclaration dans ce sens. Il y a d'ailleurs pour des autres délégations, pour des autres nationalités comme les Anglais, il y a des déclarations plus inquiétantes, comme la déclaration récente des Anglais, du gouvernement anglais, de dire nous ne protégerons pas les ressortissants anglais. Les Américains ne sont pas à la bonne non plus, parce que si on se rappelle l'expérience des quelques ressortissants américains sur le Andana ou le Madeline, notamment sur le Andana, ils n'ont eu aucune protection consulaire, aucune protection active du gouvernement américain ou des représentations diplomatiques américaines. Aucune. Donc eux, ainsi que les Anglais, sont moins bien lotis que les Français. Peut-être que ceux qui seront le mieux protégés seront probablement les Espagnols, bien sûr. Les Belges, c'est au même niveau que les Français. C'est du double langage et c'est moins assuré comme défense. Cela dit, l'obligation de la France, elle est claire et nette selon le droit international, mais comme le droit international, on peut le voir, n'est pas tout à fait respecté, on n'est pas sûr d'avoir une défense très active. On fait surtout confiance au cabinet d'avocats et au travail de notre équipe au sol.